Je suis Géraldine Meyer, directrice de l'Uriops PACA et Corse, et j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Cet atelier qui est consacré à la question de l'ESS et du travail social. Alors pour certains, la position de ces deux termes peut apparaître comme tout à fait incongrue. Pour d'autres, la seule voie de salut. Au moment où nous allons célébrer les 10 ans de la loi de 2014, il était important que notre réseau ait une réflexion sur cette question. Et des questions nombreuses qui se posent au regard de ce sujet. Est-ce que nous devons faire de l'économie sociale et solidaire un environnement familier pour notre secteur? En faisons-nous un axe de réflexion suffisamment développé à la hauteur de l'enjeu? Toutes ces questions seront largement développées et abordées notamment par un travail de très grande qualité réalisé par Gilles Rivet, chercheur au LIRTES, qui va donc nous faire une présentation sur 30 minutes d'un très gros travail mené en lien avec trois Uriops et l'Uniops. Les trois Uriops sont l'Uriops Hauts-de-France, l'Uriops Île-de-France et l'Uriops PACA et Corse. Donc, nous allons pouvoir effectivement avoir une présentation du travail de Gilles Rivet. On fera un tout petit temps de clarification, si besoin, sur les points présentés par Gilles, avec des questions que vous pourriez poser. Et puis ensuite, je passerai la parole à François Vacherat, directeur général de la Fondation Action Enfance, qui vous sera présenté tout à l'heure. Un grand merci à François d'avoir accepté cette invitation et pour son implication sur cette question. Il nous fera effectivement une réaction, il participera à réagir aux travaux présentés par Gilles Rivet, et nous pourrons avoir la vision de François Vacherat de ce qui en est fait au niveau de sa fondation. Donc, tout de suite, je passe la parole à Gilles Rivet pour qu'il nous fasse une présentation synthétique de ce très gros travail de qualité mené sur cette question complexe. Merci Géraldine. Merci à vous. Alors, effectivement, je vais essayer d'être le plus concis possible en rappelant tout de même la genèse de cette recherche. Elle vient d'un constat empirique nous indiquant que dans le monde du travail social, on méconnaît complètement l'économie sociale et solidaire, cette méconnaissance étant teintée de méfiance, voire d'hostilité. Ce constat nous a étonnés dans la mesure où tout le secteur privé non lucratif, c'est-à-dire les associations et les fondations de l'action sociale, appartient au secteur de l'économie sociale et solidaire, et que d'autre part, la loi du 31 juillet 2014, portant donc sur l'économie sociale et solidaire, a encouragé cette appropriation des associations de solidarité, de leur identité d'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est donc de conduire un projet de recherche que j'avais proposé à l'Uniops, visant à comprendre et vérifier ce constat empirique, parce qu'après tout, constat empirique peut être, comment dirais-je, contredit par la recherche, de comprendre la nature des relations entre le monde du travail social et le monde de l'économie sociale et solidaire, et éventuellement d'identifier des facteurs allant dans le sens d'une possible appropriation par les structures et les acteurs du social de leur identité d'économie sociale et solidaire. Donc, comme l'a dit Géraldine, cette recherche est menée sous la forme d'un partenariat entre le LIRTES, donc laboratoire de l'Université Paris-Est-Créteil, et l'Uniops, et elle s'est incarnée effectivement dans l'engagement de 3 Uriops, Hauts-de-France, Île-de-France et PACA. Je précise également que cette recherche a fait le choix du qualitatif, c'est-à-dire qu'en fait, on a privilégié les entretiens au questionnaire qui nous semblait plus approprié pour recueillir du discours et pouvoir produire une analyse de contenu sur cette question complexe, comme l'a dit Géraldine. On a tenté de nous adresser à la plus grande variété possible d'acteurs, travailleurs sociaux, fonctions support, cadres intermédiaires, directeurs, administrateurs, quelques bénévoles. En gros, on a l'ensemble des champs du secteur qui ont été représentés dans cette recherche. 17 structures ont participé à la recherche, 16 associations et une fondation, ici présente. Et au total, c'est donc le matériau est constitué par 170 entretiens qualitatifs, ce qui fait un matériau, me semble-t-il, assez conséquent pour alimenter, pour fournir le matériau vivant de cette recherche. Alors, si l'on veut, de la manière la plus synthétique possible, tirer enseignement de cette recherche, il faut rappeler qu'elle a fonctionné sur 3 grands blocs
qui ont alimenté le rapport de recherche et que je reprendrai pour cette présentation. D'une part, un regard des acteurs sur le travail social. D'autre part, où en est-on de la connaissance et de la compréhension par les acteurs du social de l'économie sociale et solidaire, qui était la question de départ. Et enfin, identifie-t-on ou pas des dynamiques d'appropriation de cette identité d'économie sociale et solidaire par les associations, par les acteurs. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'était trop tôt. Pardon. C'est de ma faute. J'ai révélé des informations. C'est pas grave. Bien avant. Le premier point, le regard des acteurs. Je vais essayer d'être relativement bref là-dessus, en rappelant que si on a fait ce travail-là, c'était pas tellement pour recueillir ce que l'on sait déjà en réalité du regard que portent les acteurs du social sur leur environnement et sur leur métier, mais c'est pour essayer de comprendre en amont quels sont des éléments de compréhension de la position actuelle du travail social sur l'ESS. Est-ce qu'on peut, dans le regard qu'ils portent sur leur métier, identifier des raisons de cette méconnaissance ou de cette méfiance, et en aval, essayer d'identifier des ingrédients possibles d'une appropriation de leur identité d'économie sociale par les acteurs du social et du médico-social. Cette partie-là, sur le regard porté par les acteurs du social, on l'a découpée en 3 grandes questions. Quel regard ils portaient sur les enjeux du travail social? Quel regard portait-il sur d'éventuels changements en matière d'organisation et de management? Et quel regard portait-il sur les dynamiques de modèle économique dans le monde du travail social? Sujet brûlant s'il en est. Donc, je vais être vraiment très rapide sur ces 3 points, juste pour signaler concernant les enjeux, sans grande surprise, que du côté des publics, ce qui ressort particulièrement, c'est une volonté de prêter attention aux plus fragiles et une inquiétude sur le fait que le travail social continue à porter attention aux plus fragiles. Du côté des métiers, une exigence de sens et une exigence de reconnaissance, ce qui est assez congruent avec ce que nous avons entendu hier. Et du côté de l'organisation du social, une attention portée aux orientations des politiques sociales, des politiques publiques, aux relations entre les structures de solidarité, notamment c'est la question de la concurrence entre les structures de la solidarité. Et 3e point important, une attention portée à la croissance des associations et des structures de solidarité. Ça, c'est une question qui revient régulièrement dans les discours des acteurs que nous avons rencontrés. En amont, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des préoccupations, des priorités qui occupent beaucoup les esprits des acteurs du social, qui inquiètent, qui préoccupent les acteurs du social et qui justifient en fait que ce monde du social occupe toute leur pensée, toute leur intelligence et toute leur énergie, et qui explique en partie le fait qu'ils ne se sentent pas disponibles pour envisager d'autres univers dans lesquels ils pourraient s'engager. En aval, toutes ces exigences-là, toutes ces préoccupations expliquent finalement une certaine exigence qui se manifeste d'abord par une forme de méfiance à l'endroit de l'économie sociale et solidaire. 2e point sur les changements en matière d'organisation et de management. Le point majeur, c'est une vision essentiellement négative de la gestion et de la finance, des interrogations sur l'évolution des métiers et des fonctions. Il y a des fortes interrogations sur qu'est-ce que c'est qu'être travailleur social aujourd'hui, qu'est-ce que être et faire travailleur social, comment se pose la question de l'engagement dans le travail social. Ça, c'est des préoccupations importantes, majeures de la part des acteurs que nous avons rencontrés. Un regard assez critique sur l'évolution des profils, notamment dans les postes de direction. Ce qui est regardé avec beaucoup de méfiance, c'est le fait que de plus en plus de postes de direction, de fonctions de direction sont occupées par des personnes qui ne viennent pas du social. Ça, c'est considéré comme étant une dérive. Il faudrait qu'on en discute. Je voudrais juste signaler que la montée en puissance des questions de management, de direction des ressources humaines est plutôt regardée avec intérêt qu'avec méfiance. C'est-à-dire, autant il y a un regard très méfiant porté sur le poids des questions de gestion et de finance, autant la montée en puissance en matière de montée en puissance et en montée en compétence
sur les questions de management et de gestion des ressources humaines est observé plutôt avec bienveillance. Il est évidemment cité l'omniprésence des questions de contrôle et d'évaluation. Je voudrais juste signaler que si leur place est considérée comme excessive, le principe même n'est plus contesté, ce qui constitue une évolution par rapport à une période passée. En amont, ce qui est évident, c'est que l'impression d'envahissement des questions de gestion et de finances constitue un terrain non favorable à l'accueil de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est parfaitement évident. En revanche, la bienveillance à l'égard des montées en compétences sur les questions de management peut constituer une surface d'accueil de l'économie sociale et solidaire. Le troisième point sur les modèles économiques, ce qui ressort évidemment, c'est la question de la raréfaction des ressources. C'est une question qui est complètement massive de la part des acteurs lorsqu'ils s'expriment sur leur environnement. La restructuration des financements publics, évidemment, avec les procédures d'appel à projets, les CEPOM, constitue une source d'inquiétude de la part des acteurs que nous avons rencontrés. La diversification des sources de financement avec des intérêts portés sur le développement des activités d'appel aux dons, de mécénat. Je voudrais juste signaler à ce sujet qu'elles sont signalées, elles ne sont pas forcément signalées avec hostilité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, la diversification des formes juridiques du travail social avec évidemment un regard inquiet porté sur la montée en puissance de l'intérim et du travail social libéral, sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de nous exprimer. Alors, en amont, cette partie-là peut constituer, notamment sur la partie modèles économiques, il y a une forme de... Autant la question de la gestion et de la finance est considérée avec hostilité et appréhension, autant la question des modèles économiques est parfois approchée et accueillie avec un certain intérêt comme étant une manière de sortir de la situation actuelle de raréfaction des ressources financières. Et de ce point de vue-là, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est parfois considérée comme étant une alternative possible, malgré la méfiance qui lui est accolée par les organisations de solidarité, à tout ce qui est considéré comme l'invasion par des modèles capitalistes dans le travail social. Je n'irai pas plus loin sur le modèle économique de transition et on passe à la suivante. Concernant le deuxième point, connaissance et compréhension de l'économie sociale et solidaire. Là, il faut être parfaitement clair. Les acteurs du travail social, quelle que soit leur fonction, quel que soit leur poste, méconnaissent très largement l'économie sociale et solidaire. Ceci est expliqué par eux-mêmes par une notion qui leur paraît totalement abstraite, d'une part, d'autre part par le fait qu'ils n'ont pas le temps, absorbés qu'ils sont par leur travail quotidien, de s'intéresser à autre chose qu'à leur univers, et par ailleurs, dans une moindre mesure, par le fait qu'ils ne sont absolument pas formés dans les formations de leur métier, du travail social, à ces questions d'économie sociale et solidaire. À ce sujet, il faut bien prendre, j'ai parlé de la loi du 31 juillet 2014, cette loi est parfaitement méconnue, mais totalement méconnue par les acteurs du travail social, dont l'univers est structuré par les lois des politiques sociales, alors ils les connaissent par cœur. Par contre, la loi du 31 juillet 2014 ne fait pas partie de leur monde. On est vraiment dans une situation où l'on voit bien, où l'on touche du doigt le fait que l'univers du travail social, de l'action sociale, des politiques sociales, est un univers qui exclut tout autre univers. C'est un univers qui se suffit à lui-même, qui est structuré, extrêmement charpenté, et qui constitue en réalité une très puissante source d'exclusion de toute autre référence à un autre univers. Pour autant, puisque l'on parle de compréhension et de définition, lorsque on les pousse un peu dans leur retranchement et qu'on leur demande de définir une économie sociale et solidaire qu'ils ne connaissent pas, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ils font l'effort de chercher à définir l'ESS,
et qu'en faisant cet effort, ils utilisent les deux modes traditionnels, classiques de définition de l'ESS, par les structures d'une part, et par les principes de fonctionnement d'autre part. Ça m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire que spontanément, il leur vient à l'esprit deux éléments de définition, qui sont les éléments de définition qu'on retrouve en général dans la littérature scientifique ou professionnelle de définition de l'ESS. Si l'on s'intéresse plus particulièrement à ce que j'appelle la compréhension de l'économie sociale et solidaire, il y a une première chose qui est très frappante, c'est que le sigle économie sociale et solidaire ne passe pas. Il y a quelque chose de profondément antinomique de la part des acteurs qui spontanément se sont exprimés sur le sujet. Économie et sociale, c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qui est considéré comme étant profondément oxymoresque, si vous voulez, dans l'énoncé même de cette notion. Et je voudrais signaler par ailleurs quelque chose qui m'a frappé, c'est que le troisième S de solidarité, la solidarité est finalement beaucoup moins familière que je ne le pensais chez les acteurs du social. Autant il se retrouve dans le mot de social, autant la notion de solidarité est moins familière, beaucoup moins familière que je ne le pensais chez les acteurs du social. Et je trouve que c'est quelque chose qui mériterait qu'on s'y arrête. Alors, il y a, du coup, pour accéder à une compréhension de l'économie sociale et solidaire de la part des acteurs du social et du médico-social, un effort qui consiste à mobiliser des références familières pour tenter de comprendre ce que c'est que l'ESS. En particulier, est mobilisée l'insertion par l'activité économique, qui est assez systématiquement considérée comme étant l'entrée qui leur permet de comprendre ce que c'est que l'ESS. Donc, un secteur qui, en quelque sorte, est à mi-chemin, est à cheval entre le travail social et l'insertion par l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, je suis frappé également par le fait que lorsqu'ils réfléchissent à ce que pourrait être pour eux l'économie sociale et solidaire, ils mobilisent assez spontanément l'idée que ce pourrait être un palliatif à ce qu'ils considèrent être comme une tendance au retrait ou aux carences des politiques publiques. Je signale au passage que, je ne vous apprends sans doute rien, que dans l'univers des acteurs du social, la notion d'intervention publique, la notion de politique publique est extrêmement structurante. Ils y sont extrêmement attachés. Et donc, ils sont extrêmement inquiets par rapport à tout ce qui ressemble à un possible retrait ou des défaillances de ces politiques publiques. Et donc, si éventuellement l'économie sociale et solidaire peut être envisagée comme une ressource possible ou un élément de compréhension possible, ce serait pour compenser des éventuelles carences ou des éventuels retraits de l'action publique. Le troisième aspect concerne donc des éventuelles dynamiques d'appropriation de l'identité de l'ESS par les structures de solidarité et par les acteurs de la solidarité. Alors, premier point, première entrée en matière, absence d'appropriation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui vous disent non, il n'y a aucune tendance et il n'est pas souhaitable qu'il y ait une dynamique d'appropriation. L'univers est trop étranger. Il y a une étrangeté radicale du monde de l'ESS par rapport au monde du social. Je rappelle juste que ceci nous rappelle qu'il y a une mémoire qui est effacée du tronc commun qui, au XIXe siècle, a existé entre ce qui allait devenir l'économie sociale et solidaire et ce qui allait devenir le social. Initialement, ça a constitué un tout. Hein. Donc, juste cette histoire-là a été complètement zappée. Et puis, en fait, on mobilise des protections, on construit des digues pour éviter de pouvoir envisager une appropriation. On dit qu'on n'a de toute façon pas le temps. On n'a pas le temps de s'impliquer dans une appropriation d'un univers qui est étranger et en plus qui est menaçant. Hein. On dit assez souvent que de toute façon, c'est la fonction des directions. Ben, c'est très fréquemment, on a botté en touche de la part et des fonctions intermédiaires et des travailleurs sociaux en disant ça, c'est certainement quelque chose qui est travaillé à l'échelle des directions. Moi je m'en occupe pas. Ce qui était dans 80% ou 90% des cas inexact. Mais enfin, c'est quelque chose qui est du coup une manière de se protéger de toute possibilité d'appropriation.
Et puis, il y a une ruse cognitive qui est mobilisée assez fréquemment par les acteurs du social, qui consiste à dire, mais en réalité, on n'a pas besoin de s'approprier une identité de l'ESS, puisque nos pratiques sont déjà de l'ESS. Alors, je signale quand même cette petite ruse cognitive, parce qu'elle paraît un peu paradoxale avec cette étrangeté. Ah, le prêt, d'accord. Elle paraît un peu paradoxale, mais en réalité, c'est une manière de se prémunir, encore une fois, contre tout effort supplémentaire ou toute dynamique supplémentaire d'appropriation volontaire, consciente et mobilisante d'une identité de SS par les acteurs et par les structures du social. On a un autre volet de réponse qui est plus ambivalent, qui veut bien admettre qu'il y a des dynamiques d'appropriation, mais qui s'interroge sur cette dynamique, en particulier à propos du contexte dans lequel on vit. Il est à la fois considéré comme étant un contexte défavorable à l'économie sociale et solidaire, parce que ce qui serait majeur, ce qui serait moteur, c'est la prééminence massive de l'individu comme agent de développement et de l'enrichissement des sociétés, voire de la résolution des questions sociales. Donc, ceci est considéré comme étant un contexte défavorable à une appropriation de l'ESS, ou dans un sens plus favorable, un intérêt accru au contraire pour les valeurs collectives et solidaires, y compris au sein du monde économique. Et là, on fait bien évidemment référence à l'entrepreneuriat social, à toutes les notions d'impact social, à tout ce qui fait effectivement qu'il y a, semble-t-il, un discours dans le monde économique qui semble, et la loi du 31 juillet 2014 nous le rappelle, plutôt accueillant aux options de l'économie sociale et solidaire. La notion d'appartenance est donc mobilisée de manière importante. Autrement dit, on voit bien la différence qui existe entre une notion d'appartenance et une dynamique d'appropriation. Je ne reviens pas là-dessus, mais le sentiment ou l'analyse d'une appartenance déjà réalisée par les acteurs du social, de leur identité d'économie sociale et solidaire, nous permet de nous prémunir contre une dynamique d'appropriation. Enfin, il est parfois énoncé que, après tout, l'ESS pourrait constituer une opportunité malgré tout, notamment pour sortir de ce qui est analysé comme une sorte de dépression, le mot n'est pas de moi, d'une dépression collective du travail social. Il y a un certain nombre d'acteurs qui considèrent que le travail social est en perte d'énergie, et en perte de capacité d'innovation, et qu'après tout, une greffe de l'ESS, de ce point de vue-là, pourrait constituer une issue intéressante, en particulier sur les logiques collectives, les logiques intersectorielles. On fait bien évidemment référence ici à ce qui est considéré comme un poison, c'est-à-dire les logiques de concurrence entre les structures de la solidarité. Et puis un troisième bloc, enfin, qui assume une dynamique d'appropriation. Alors, encore une fois, qui mobilise dans un univers qui est quand même celui d'une très grande méconnaissance de l'économie sociale et solidaire, des choses connues. Alors, les choses connues, c'est massivement, d'une part, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est assez familière aujourd'hui aux acteurs du social et qui est considérée comme étant une voie d'entrée dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, je l'ai déjà dit, l'insertion par l'activité économique, qui est une sorte d'ambassadeur, si vous voulez, de l'économie sociale et solidaire dans le travail social. Ceux qui manifestent une analyse d'une dynamique d'appropriation restent exigeants à l'endroit de l'économie sociale et solidaire, cela n'étonnera personne. Et notamment, cette exigence s'exprime à travers ce qui signifie une attention quand même portée à ces questions-là, un intérêt pour la notion d'impact social. Alors, j'ai été frappé par le fait que spontanément, un certain nombre d'acteurs font advenir la notion d'impact social qui les intéresse plutôt, une curiosité, avec à l'inverse une très grande méfiance à l'égard de la notion d'entrepreneuriat social que j'évoquais tout à l'heure, voire de social business. Donc ces notions-là, elles ont été apportées par les acteurs eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui les ai introduits. Et puis arrive aussi, et ça je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, arrive aussi à ce stade-là des réflexions sur le travail social comme production d'un service, c'est-à-dire la dimension économique du travail social,
comme étant une composante de l'économie qu'il ne faut pas refuser mais admettre, puisqu'après tout, le travail social est la production d'un service. Troisième élément tout à fait décisif, on y reviendra je pense, le processus d'appropriation, s'il est accueilli et s'il est accueilli avec faveur, doit se situer dans le cadre d'un projet d'entreprise. En l'occurrence, donc d'un projet soit d'associatif, soit un projet de fondation, mais en tout cas, il doit être porté par un projet collectif. La dernière question que j'avais posée, c'est est-ce que vous avez des attentes à l'égard de l'ESS? Et les réponses à ces questions ont été assez décoiffantes pour la raison suivante. Les réponses totalement négatives ont été extrêmement minoritaires. Aucune attente. Le rejet est massif, il est radical, pour toutes les raisons que j'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut constater que ces réponses-là sont extrêmement minoritaires. Deuxième paquet, plus important, des interrogations ouvertes. Il y a un intérêt, il y a des attentes, mais qui sont interrogatives. Notamment, le risque d'un brouillage de l'image du travail social est énoncé. C'est-à-dire que si on rend public notre identité d'économie sociale et solidaire, on risque de brouiller l'image auquel on tient beaucoup du travail social et de l'action sociale. On craint par ailleurs des tensions au sein des organisations, ce qui nous renvoie évidemment à la question du projet collectif. L'idée, c'est que, certes, on est attaché au fait qu'une appropriation passe par un projet, mais on appréhende que cette appropriation se traduise par des tensions, des conflits au sein des organisations. Et puis, l'autre élément auquel j'ai déjà fait référence, c'est attention à ce qu'une éventuelle montée en puissance de l'identité de l'ESS ne se traduise pas par un retrait de la puissance publique. Ça, c'est quelque chose qui reste une ligne rouge auquel sont extrêmement attachés les acteurs du social et du médico-social. Et puis, massivement, majoritairement, il y a des attentes qui sont exprimées de manière très positive. Et ça m'a évidemment surpris, mais intéressé en même temps. Et là, de manière proactive, on voit des choses se développer sur un projet qui doit s'inscrire dans un projet des associations qui doit devenir un projet de solidarité qui s'inscrit, qui s'annonce comme un projet de ESS. En gros, ce qui est dit, c'est les associations ou les fondations, les structures de solidarité ne doivent plus seulement porter un projet associatif, elles doivent porter un projet associatif d'économie sociale et solidaire. Ceci serait la condition, si vous voulez, de progression vers une appropriation. Il est donc dit des choses sur une nécessaire poursuite de la réflexion sur la relation d'aide, c'est-à-dire le cœur du travail social, la relation d'aide comme étant une activité de type économique. Alors, on voit l'évolution là, par rapport à ce que j'ai dit au début, qui ne fait pas disparaître le constat qui est fait au début, mais qui signale que lorsqu'on leur pose des questions sur quelles sont vos attentes à l'égard de l'ESS, ils sont capables de mobiliser une réflexion qui porte y compris sur le cœur du travail social, c'est-à-dire la relation d'aide. Et puis un troisième point qui est énoncé, qui me paraît également extrêmement important, qui fait référence à des débats que nous avons eus hier, c'est le positionnement stratégique des structures du social, notamment dans leur rapport à la puissance publique. Trouver une alternative à ce qui est présenté aujourd'hui comme une espèce de mise en tension dont on ne sait pas sortir entre un loyalisme d'opérateur des politiques sociales et un positionnement d'acteur de la solidarité dans sa version plus militante. Comment l'ESS est en capacité d'aider les structures du social à combiner, à articuler de manière plus satisfaisante ce positionnement. Donc voilà ce qui ressort de ces attentes à l'égard de l'économie sociale et solidaire. Et encore une fois, je voudrais signaler que l'ouverture finale, quand on pose la question des attentes, est une ouverture positive à l'égard de l'ESS. Si on veut essayer de synthétiser, là je vais essayer je suis encore bon dans les temps. On est plus ou moins bien. On est plus ou moins bien, donc je finisse. Voilà. L'intuition de départ de cette recherche est totalement confirmée. Le travail social méconnaît l'économie sociale et solidaire.
c'est parfaitement clair. Cette méconnaissance, à mon avis, s'explique par la permanence des effets d'une séparation progressive historiquement construite entre le monde du social et le monde de l'économie sociale et solidaire. Le fait que le social s'est construit un univers identificatoire extrêmement puissant qui est capable d'exclure toute autre greffe. Et puis, quelque chose qui est constitué comme étant une ligne de défense qui est il faut défendre le travail social. Et tout ce qui peut éventuellement être vécu comme étant une forme de fragilisation, donc la greffe de l'ESS, doit être rejetée. La méfiance à l'égard de l'économie sociale et solidaire s'explique par le fait que l'économie globalement est considérée comme étant la source des fractures sociales et le fait que l'économique est considéré globalement comme antinomique avec le social. Et puis l'ESS mélange des notions qui sont inconciliables, hein, je l'ai dit tout à l'heure, peut constituer un cheval de Troie de logique économique capitaliste dans le social, et puis constitue également une expression d'un effet de mode qui est durement critiqué. Hein. J'ai entendu pas mal de choses sur le fait qu'on parle beaucoup d'économie sociale, mais c'est quelque chose qui relève d'un effet de mode. Pour autant, il y a à l'évidence une dynamique d'appropriation. Là, elle est à l'œuvre. Ça, je crois qu'on peut le dire. C'est intéressant. Essentiellement pour des raisons pragmatiques. C'est-à-dire que les acteurs du social, dans le débat que j'ai eu avec eux au cours des entretiens, finissent par, pour des raisons essentiellement pragmatiques, admettre les possibles apports d'une économie sociale et solidaire qu'a priori, ils rejettent. Il me semble que si on veut s'intéresser aux enjeux d'une appropriation, il faudrait prendre au sérieux le fait que les modèles économiques actuels qui sont le plus souvent présents sont soit à bout de souffle, soit non satisfaisants au sens où ils ne sont en capacité que de s'approprier des modèles gestionnaires de l'économie privée lucrative. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, en gros, on doit impérativement trouver des modèles économiques, on en a parlé pas plus tard qu'hier, alternatifs à ce qui est aujourd'hui une forme d'antinomie entre des situations d'étranglement, d'assèchement et des formes d'adoption des codes de l'économie privée lucrative. Et de ce point de vue-là, l'ESS peut être considéré comme étant une source intéressante. Par ailleurs, on voit bien que d'une manière pragmatique, autant l'ESS est parfois considéré comme un risque de fragilisation du travail social, autant il est également parfois considéré comme étant une manière de sauver le travail social. C'est-à-dire que quand on s'inquiète des risques de perte de sens du travail social, pour un certain nombre d'acteurs rencontrés, l'économie sociale et solidaire est finalement, au bout d'une réflexion, considérée comme une possible source de renouvellement, de refondation du travail social. Ce qui suppose que des conditions soient réunies, notamment des stratégies associatives, un projet qui soit porté dans les associations et les fondations, mais également dans les établissements et services. Une appropriation de l'ESS ne peut passer que par l'inscription dans un projet des structures elles-mêmes. Et puis, élément sur lequel je ne me suis pas exprimé jusqu'à présent, mais qui est absolument décisif, un accompagnement des acteurs. Les acteurs ont le sentiment d'être déjà sous l'eau, notamment les travailleurs sociaux, d'être déjà sous l'eau, soumis à beaucoup d'exigences, craignant donc d'être de nouveau submergés par des exigences. Ça signifie qu'une éventuelle appropriation doit être accompagnée. Je termine juste en disant que cette recherche-là était considérée et perçue, envisagée, y compris par l'UNIOPS, comme étant une première phase. La question est de savoir si il est nécessaire, souhaitable de la développer, notamment sur un mode quantitatif. C'est la slide suivante. Pardon. Ce qui voudrait dire qu'on élargit potentiellement cette première recherche qui ne s'est déroulée que dans 3 terrains, encore une fois, ce qui est peu par rapport au réseau UNIOPS. Donc, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, il y a intérêt ou pas, mais ça c'est à l'UNIOPS de décider, de compléter sur un mode et qualitatif et cette fois quantitatif dans d'autres territoires de l'UNIOPS. Et d'autre part, l'autre question qui se pose, c'est de savoir si il ne serait pas intéressant que l'UNIOPS passe un certain nombre de partenariats avec d'autres réseaux
pour vérifier, je pense notamment au réseau FAS, si les approches des rapports entre travail social et ESS sont de même nature dans d'autres réseaux que dans ceux de l'UNIOPS. Voilà, je l'ai dépassé de combien? Pas de beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Un effort important au regard de l'ampleur du travail réalisé, 270 pages et beaucoup d'entretiens qui vraiment enrichissent cette vision avec tout ce qui a été expliqué et présenté. Donc vraiment, toute cette question de la représentation par les acteurs de notre secteur sur cette question de l'ESS est particulièrement riche d'enseignements. Alors, avant de passer la parole à François Vacherat, est-ce que vous avez dans un premier temps une ou deux petites questions concernant la présentation qui vient d'être faite, juste sur le plan de la clarification de ce qui a été dit? On va rentrer ensuite dans le débat, mais est-ce que déjà à ce stade, vous avez besoin de poser une question concernant la présentation qui a été faite, vraiment sur le plan d'un éclairage, d'un point d'incompréhension? Est-ce qu'il y a une intervention de cette nature? Monsieur Lafort, on va vous passer un micro. Merci beaucoup. Les échanges sont enregistrés, donc merci de vous présenter lorsque vous prenez la parole. Oui, Robert Lafort, je suis dans le conseil recherche prospective de l'UNIOPS. Oui, alors c'est une question certainement un peu vaste. Enfin, je m'interrogeais finalement sur les justifications de la recherche elle-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes posé cette question qui, d'un certain point de vue, ça paraît un petit peu difficile à saisir, si ce n'est que, évidemment, dans le secteur, il y a plutôt du côté des gestionnaires que des travailleurs sociaux d'ailleurs, il y a des interrogations sur les statuts juridiques, la pertinence des statuts. Je pense qu'on va en parler avec le choix, par exemple, de la structure fondative. Donc, comment vous situez cette question? Et est-ce que c'est pas une question qui est a priori un petit peu étrange pour un travailleur social que de lui demander ce qu'il pense de l'ESS, non? Voilà. Gilles. Oui, donc, je ne peux que redire effectivement ce que j'ai dit sans doute pas assez clairement en introduction, c'est-à-dire que le déclenchement de la recherche est précisément lié au fait qu'il y a un étonnement de constater que des structures qui appartiennent à l'ESS sont en capacité d'ignorer complètement qu'elles appartiennent à l'ESS. C'est-à-dire que, et ça empiriquement, au bout de 20 ans de travail auprès du social et puis après d'enseignement, j'ai pu le constater de manière massive. Donc les acteurs du social, et je l'ai vérifié, pas seulement les travailleurs sociaux, mais également les fonctions intermédiaires et y compris de direction, méconnaissent totalement le fait qu'elles appartiennent au secteur de l'ESS. Parce que pour elles appartiennent au secteur du social. Cette étrangeté, alors c'est un premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a un enjeu, et ça c'est une autre question, et c'est une question ouverte, auquel je tente d'apporter des éléments de réponse, mais qui relève essentiellement du choix des structures, voire de ces réseaux, notamment de l'UNIOPS. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à modifier cet état de fait? Après tout, on peut dire non, on a autre chose à faire, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, restons-en là. Sympathie auprès de l'ESS, méfiance, partenariat, collaboration éventuelle, très bien, pas plus. Ou au contraire, il y a un enjeu majeur, étant donné les défis d'aujourd'hui du travail social, à s'approprier cette identité d'économie sociale et solidaire, à en faire quelque chose, à en dire quelque chose, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence en matière de gestion, d'animation, etc. Très bien. Ça répond à votre question, Monsieur Lafort? Oui. Mais je pense que c'était intéressant que vous la reposiez, ce qui permettait à Gilles de repositionner effectivement l'introduction de pourquoi ce travail. Merci beaucoup. Peut-être on va passer tout de suite à la présentation effectivement de la Fondation Action Enfance, et puis ensuite d'avoir la réaction de François Vacherat sur effectivement peut-être là de ce côté-là une appropriation assumée de cette appartenance à l'économie sociale et solidaire. Donc François.
Merci. Alors peut-être, oui, effectivement, l'introduction. Bonjour à tous. Un petit mot sur ce qu'est Action Enfance aujourd'hui. Donc, on est fondation reconnue d'utilité publique. C'est une fondation qui a été créée initialement sous forme associative en 1958 et qui était connue sous le nom d'Association de Mouvement pour les villages d'enfants. Certains d'entre vous ont peut-être connu l'ancien nom de l'association. On a changé de nom en 2014. On est actuellement implanté dans 9 départements qui apparaissent sur la carte sous des points jaunes, de la Meuse à Gironde. Et on a un cours d'implantation dans 4 autres départements, Loire-Atlantique, Finistère, Vendée et Jura. Nous sommes qu'en protection de l'enfance, on n'a pas d'autres activités. En protection de l'enfance, nous faisons des villages d'enfants. Nous accueillons 1100 enfants dans des villages d'enfants et d'adolescents. Alors c'est quoi un village d'enfants et d'adolescents? C'est ça, une forme de village, effectivement, un ensemble de maisons. Les enfants sont accueillis dans des maisons où ils sont 6. On accueille, nous, les fratries, depuis l'origine de l'association, depuis 1958. On fait un travail autour de l'accueil des fratries. Et ils vivent dans ces maisons avec des éducateurs familiaux qui restent avec eux. Alors on a plusieurs organisations de travail, mais elles sont toutes dérogatoires aux 35 heures. Et en fait, c'est un accueil en général de 8 jours. Donc les éducateurs familiaux travaillent 8 jours dans les maisons, 6 jours au repos. Et donc ils sont 4 à s'occuper des 6 enfants dans la maison. Et ils alternent, ils passent une journée ensemble pour faire le relais. Et ils alternent une semaine sur 2 et ils accueillent des enfants. Voilà, c'est le modèle le plus traditionnel qu'on ait. Alors je voulais donc réagir un peu à la présentation. D'abord saluer la qualité du travail de Gilles, parce que je trouve que c'est une étude extrêmement intéressante, qui est assez conséquente, mais qui est vraiment intéressante à lire. Et comme tu parlais un petit peu d'histoire, Gilles, je voudrais juste parler un petit peu de l'histoire d'Action Enfance, simplement pour vous dire que nous, il n'y a sans doute pas d'enjeu à appartenir au monde du travail social ou au monde de l'ESS, mais en réalité, les deux font partie de notre histoire. Les deux sont en tension depuis 1958 et on vit très bien avec, et on en tire un parti, je trouve, assez intéressant. Quand les premiers villages apparaissent en 1958, donc tout début des années 60, plutôt en Seine-et-Marne, ces villages, dans les maisons, on n'a pas d'éducateurs familiaux, on a des femmes, en général, et d'ailleurs exclusivement, qui sont des mères éducatrices, qui vivent à demeure dans les maisons, qui s'occupent des enfants. Et comme on est au début des années 60 et que la fondatrice souhaite qu'il y ait une figure paternelle, il y a un chef de village qui est toujours un homme. C'est une autre époque. Ça a bien changé, heureusement. Mais ça, c'est le début. Et on est, je pense, à ce moment-là, assez marginal, même en protection de l'enfance. Et on doit le rester pratiquement jusqu'aux années 80, puisque ce modèle mère éducatrice, chef de village, perdure pratiquement jusqu'aux années 70. Et à ce moment-là, dans les premières années en tout cas, on n'a pas de financement public. C'est-à-dire que l'association à l'époque ne vit que de financement de donateurs, d'un réseau qui entoure Suzanne Masson, qui est la fondatrice du mouvement pour les villages d'enfants, et qui finance l'intégralité à la fois des constructions et de l'accueil des enfants, et ça jusque pratiquement au milieu des années 70. À partir du milieu des années 70, il y a de fortes tensions au sein de l'association, notamment au sein du conseil d'administration. Tensions sur le fait que ça commence à devenir compliqué de recruter des mères éducatrices, et tensions sur le fait aussi d'une volonté des administrateurs de professionnaliser un peu l'accueil des enfants, qui est très centré sur la vie quotidienne. C'est-à-dire que les mères éducatrices sont des mères de substitution pour des enfants qui sont au départ de l'association majoritairement des orphelins, mais qui le sont de moins en moins des orphelins. Et donc se pose la question de l'attachement, de la relation avec les parents, du professionnalisme. Et donc petit à petit, la fondation des milieux des 70 jusqu'au début des années 2000 va évoluer vers ce modèle d'éducateur familial. Et donc les mères éducatrices petit à petit sont remplacées par des éducateurs familiaux qui, eux, pour le coup, sont tous issus du travail social, ont tous des diplômes du travail social, donc éducateurs spécialisés en particulier, mais pas que. Et on achève cette mutation fin des années 90, début des années 2000. C'est donc la professionnalisation de l'association, et c'est aussi la diversification des financements, puisque pour le coup, au-delà des financements privés, on commence, comme toutes les associations, à avoir des financements publics issus des départements, ce qui crée d'ailleurs dans les premières années des tensions assez fortes, parce que je pense que les équipes à l'époque ne savent pas forcément travailler avec des élus locaux ou avec des collectivités publiques.
Mais finalement, voilà, on fait notre chemin. Et aujourd'hui, on a complètement intégré le modèle d'éducateur familial. En termes de financement, on capte à peu près 15% de financement privé, donc on a 85% de financement public. Donc on a gardé quand même de cette origine-là un modèle financier mixte qui pour le coup est assez congruent avec ce que peut être l'économie sociale et solidaire. Et à quoi ça sert d'ailleurs ce financement mixte? Nous on est beaucoup finalement... alors soit on finance des dispositifs qui nous paraissent indispensables et qui ne sont pas financés par les pouvoirs publics, donc on est bien là dans une carence des pouvoirs publics qui peut d'ailleurs être assez facilement dénoncée. Je vais citer un exemple. On a par exemple une équipe qui s'occupe des jeunes majeurs sortis de protection de l'enfance. Nous, on continue de les accompagner au-delà des 18 ans ou même au-delà des contrats jeunes majeurs, sans condition d'ailleurs. Et c'est dans une relation entre un adulte et une fondation. On a une équipe qui continue de les soutenir, qui continue de les aider s'ils suivent des formations, qui continue de les aider, j'allais dire, presque moralement, mais financièrement aussi quand c'est nécessaire, pour éviter qu'ils se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. On observe d'ailleurs que quand ils sortent des villages d'enfants, et je pense que c'est assez classique en protection de l'enfance, ils ont envie de se détacher complètement de cette vie un peu institutionnelle, se détacher complètement, ils reviennent plutôt 1 an ou 2 ans après. Et là, on rentre dans une relation complètement différente, qui n'est plus une relation de protection, mais qui est une relation d'accompagnement, de soutien, d'aide à un adulte qui ne peut pas compter sur ses parents. Et donc, pour donner un ordre d'idée, on est aux alentours de 500 000 euros par an aujourd'hui, donc on n'a pas de financement public, c'est financé essentiellement par des donateurs, qui peuvent être des personnes privées, mais qui peuvent être aussi des entreprises, puisqu'on a une 50aine d'entreprises qui accompagnent la fondation. Et donc, on a autour de ce dispositif, on doit avoir une dizaine d'entreprises qui aujourd'hui cofinancent le dispositif. Ce qui nous donne d'ailleurs une grande liberté de travail et d'imagination, le fait de ne pas avoir de financement public. Donc, ça peut être un inconvénient, mais ça donne aussi une certaine liberté extrêmement intéressante. Voilà, donc là, on est bien dans la carence, dans le financement d'une carence des pouvoirs publics. Ça nous sert aussi à essayer de faire en sorte que l'accompagnement des 1100 enfants de la Fondation dans l'ensemble des départements soit relativement homogène. C'est-à-dire on essaie de garantir la même qualité d'accompagnement. Et là, on est sans doute dans une deuxième carence, c'est qu'on observe que dans les départements avec lesquels on travaille, certains mettent plus de moyens que d'autres, et que quand certains départements mettent un peu moins de moyens, on se sert aussi de ces dons pour essayer de compenser un peu. Donc on s'en sert notamment beaucoup pour faire améliorer un peu l'accueil individuel, et notamment pour des enfants handicapés, puisque comme on accueille les fratries, on est dans les fratries, on accueille parfois des enfants qui sont handicapés, alors plutôt handicap psychique plutôt que physique, mais ça nous arrive aussi. Et donc là, on a souvent besoin de moyens supplémentaires pour les accompagner, qu'on n'a pas forcément des pouvoirs publics. Puis la troisième source d'utilisation de ces financements, c'est un investissement plutôt dans la recherche. En France, sur l'accueil des fratries, il y a très peu de recherches qui ont été menées. On en a un peu au Canada ou dans certains pays anglo-saxons, mais en tout cas, en France, il y a peu de recherches qui sont menées. Et donc, on essaie de financer, nous, des recherches. On en a fait une sur la question du capital social, c'est-à-dire quand les enfants, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à développer dans cette vie de village pour que les enfants arrivent à l'âge adulte, avec un capital suffisamment étoffé pour pouvoir se débrouiller tout seul. Voilà. Donc, ce sujet-là du financement est au cœur de notre histoire, j'allais dire depuis un peu toujours. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, et on a des plans stratégiques à 5 ans, donc c'est le deuxième plan où on essaie de réconcilier un peu cette question du travail social avec cette question de l'ESS. Alors, il n'y a pas d'enjeu, encore une fois, nous, à être dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. On trouve que par rapport au sujet qu'on a affronté dans les années qui viennent, on a besoin des deux en réalité. On a besoin de travailleurs sociaux, et on est d'ailleurs les premiers à déplorer parfois de ne pas pouvoir recruter suffisamment de travailleurs sociaux. En quantité, mais aussi en qualité. Je trouve que les générations des travailleurs sociaux des années, on va dire, antérieures, on avait affaire à des travailleurs sociaux qui venaient de façon avec beaucoup de conviction, ce qu'on aimait beaucoup. Là, on observe que aujourd'hui, dans les sorties d'école de travailleurs sociaux, on n'a pas tout à fait le même niveau de conviction, et on a des jeunes qui viennent sans doute dans ces formations. Alors, est-ce que c'est un effet de Parcoursup ou d'autres effets? Il y a sans doute aussi d'autres effets, mais des difficultés à recruter des éducateurs qui sont complètement
convaincus par la question du travail social. Voilà. Dans les tensions entre ESS, nous, il y a eu de la question de l'attachement. Par exemple, aux enfants, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour la Fondation, le fait qu'il y ait un attachement aux enfants, qu'ils soient aimés. Et ça a été du sujet de friction entre les éducateurs et souvent les équipes de direction d'ailleurs. Ça l'est encore de temps en temps un petit peu, que c'est des sujets sur lesquels on est souvent en débat en interne. Et puis dans les sujets de friction aussi, quand les travailleurs sociaux sont arrivés sur ces postes d'éducateurs familiales, donc fin des années 70, à partir des années 80, surtout la décentralisation, à ce moment-là, petit à petit, l'ensemble du réseau de bénévoles qui était autour de l'association à l'époque, j'allais dire, disparaît petit à petit. Et au début des années 2000, il n'y a pratiquement plus aucun bénévole autour de la Fondation. Et on est en train, là, depuis quelques années, d'essayer de reconstituer un réseau de bénévoles autour de l'association, notamment pour faire du parrainage, par exemple, pour faire des activités un peu spécifiques. Et ça nécessite, là aussi, des débats entre les professionnels et les bénévoles. Comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que c'est un sujet qui peut être mis en œuvre? Oui. Voilà ce que je voulais dire peut-être dans un premier temps. On n'a pas abordé la question des statuts, fondations, la question démocratique aussi. C'est peut-être un sujet qu'on abordera en fonction des questions. Je sais pas. Merci beaucoup François pour cette illustration. Comment effectivement une fondation s'empare finalement de cette identité de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que les uns ou les autres, vous souhaitez réagir? Oui. Merci de vous présenter. Bonjour, José Pires, je suis directeur du secteur d'activité cohésion sociale dans une association qui s'appelle AIDAFI dans le Loiret, mais qui est dans la région Centre-Val de Loire. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. La première question, c'est est-ce que l'ESS est un avenir désirable pour le travail social? C'est la première chose qu'il faut se poser. Pour moi, en fait, le simple fait, et ça ne remet rien en cause, d'un moment capter des financements privés de manière des dons ou autres, ne dit pas qu'on est dans l'ESS. L'ESS, pour moi, c'est une modalité d'organisation. Et ça nous pose une question qui, pour moi, est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire comment on amène, et c'est pour ça qu'on pose peut-être la question aux travailleurs sociaux, comment on amène les travailleurs sociaux et l'ensemble des équipes à participer à la définition de ce qu'on fait sur le terrain et à la négociation, notamment avec notre politique publique, pour ce qui nous concerne, et l'État qui les définit, et donc les financements qui y sont associés. Et en fait, la vraie difficulté, la vraie quadrature du cercle, c'est ça, c'est comment imaginer une organisation qui, à un moment, certainement, devra s'opposer à une politique publique parce que, en fait, les équipes de terrain ne souhaiteront pas aller vers ça. Et comment on arrive à animer ça et à transversaliser? Pour moi, c'est ça l'ESS. Et si on ne connaît pas l'ESS ou si on en a peur, et moi j'avoue ne pas être... Je pense que ça peut être un cheval de Troie, l'ESS, je le dis clairement. Je n'ai pas une confiance monstrueuse dans tout ce qui se passe au niveau de l'ESS, parce que bien souvent, on commence en ESS et quand ça commence à rapporter, on change. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent et qui, pour moi, au niveau simplement de la mode ESS, de la loi qui a été faite, ne nous parle pas au niveau de nos organisations qui sont là pour s'occuper sans doute de temps en temps de précarité et qui ne sont pas là, pour certaines, pour produire. Que des mutuelles, par exemple, soient dans le secteur de l'ESS, ça me paraît logique, mais bon, ils vendent des assurances, ils vendent un service. Moi, je ne peux pas vendre de l'hébergement, si ce n'est à l'État ou à une collectivité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire de moi derrière sur la qualité d'accompagnement que je vais avoir? Et comment je m'exonère des politiques publiques? J'ai été un petit peu long, désolé. Et c'était la question que je posais, c'est est-ce que dans la fondation, il y a un fonctionnement qu'on pourrait dire un fonctionnement ESS? Alors, je ne veux pas parler de scope, mais comment chacun se sent intéressé par la marche de la Fondation. François? Oui, alors c'est un travail. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'ESS et encore une fois, je ne revendique pas du tout la question de l'appartenance à l'ESS. Je voulais juste rappeler un peu l'histoire et essayer d'éclairer avec un ou deux sujets. Nous, dans le fonctionnement interne, il y a sans doute un enjeu à ce que, effectivement, on horizontalise un peu plus les décisions. La Fondation, c'est une fondation qui s'est inscrite dans une histoire, j'allais dire, assez verticale en interne dans les modes de fonctionnement et assez descendant. Et effectivement, depuis une dizaine d'années, on essaye un peu d'horizontaliser tout ça.
on le fait pas de façon. Il faudrait qu'on s'entende sur la question démocratique, parce que quelle définition on pourrait donner de ces modes de fonctionnement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement d'avoir un fonctionnement démocratique, c'est plutôt d'avoir un fonctionnement qui permette aux professionnels qui feront le travail d'accompagnement des enfants de nous aider à améliorer la qualité de la prise en charge des enfants. Donc c'est à la fois du côté des professionnels et c'est aussi du côté des enfants, puisqu'on développe depuis une dizaine d'années aussi un chantier autour de la parole des enfants. Alors les enfants, soit les enfants qui sont dans les villages d'enfants, soit des enfants qui ont quitté les villages d'enfants, mais avec lesquels on est en relation. On a un groupe, par exemple, d'anciens enfants placés qui sont adultes aujourd'hui, qui continuent de travailler avec nous, qu'on réunit une fois par trimestre, sur des sujets divers et variés. Alors ça peut aller de l'accueil, comment ils ont été accueillis comment ils ont été accueillis en village d'enfants et qu'est-ce qu'ils peuvent nous recommander pour améliorer un peu la prise en charge de ces enfants. Donc on fait ce travail un peu d'horizontalité à la fois avec les salariés, mais aussi avec les enfants accueillis ou les anciens enfants accueillis, de façon à être plutôt dans les processus d'amélioration de la qualité qui soient plutôt émergents plutôt que descendants. C'est-à-dire on est moins dans les injonctions que dans la construction. Pour moi, ce n'est pas du tout un processus démocratique. Dans lequel on peut l'entendre du côté ESS, c'est autre chose. C'est plutôt un intérêt dans la qualité de la prise en charge que autre chose. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, on n'est pas... Pascal Cordy. On a une question. On va prendre plusieurs questions. Monsieur Cordy. Donc Pascal Cordy est directeur général d'Axea, une association dite de sauvegarde au départ dans le Calvados et présentement aussi président de l'URIOPS de Normandie, administrateur de l'UNIOPS. Je ne sais pas si, au niveau de notre association, on vient de rédiger actualiser notre projet associatif et on se définit comme une entreprise singulière de personnes à visée non lucrative. En mettant en exergue que le modèle associatif permet de mobiliser des citoyens au profit d'une cause d'intérêt général. La question de l'ESS, on est dans des acteurs de l'ESS, on est une des familles de l'ESS, je vous rejoins, vous disiez, on est de l'ESS sans le savoir. Je pense qu'on a un enjeu, pour moi la question n'est pas de défendre le travail social, c'est d'affirmer dans le secteur où nous sommes ce que nous sommes et d'inscrire nos actions dans la cité. Et pour moi, et pour nous, en fait, la réflexion qui a été la nôtre, de s'affirmer comme une association, mais amener la notion d'entreprise, et vous avez évoqué la peur du marché. Effectivement, dans une association historique, 90 ans, on se définit comme une entreprise singulière de personnes, ce qui est le contrat d'association, je parle sous le regard de Robert Laffort. Ça choque. On est une association, on va perdre notre âme, mais réaffirmer la militance, les questions des valeurs, et de porter haut le drapeau de nos activités dans la cité et de rencontrer des acteurs économiques sur un territoire, je pense que c'est aussi défendre le travail social et la relation d'aide. Donc c'est sous ce prisme-là que nous, on est. Voilà, on n'est pas forcément des théoriciens de l'ESS, on est plutôt des praticiens qui affirmons ce que nous sommes. Merci. Alors, juste derrière, voilà, monsieur. Oui, bonjour, Olivier Mars. Je dirige une association secteur du handicap adulte à côté de Grenoble, avec notamment ANESAT. Alors, une réaction à la présentation de votre étude. Et merci de dire que finalement, l'insertion par l'économique, c'est l'ambassadeur. Et ça m'a fait tilt parce qu'ANESAT, c'est pas tout à fait de l'insertion par l'économique, mais enfin quand même, quoi. Et au final, ANESAT se finance majoritairement par une activité économique. Après, ce qui différencie, moi j'ai travaillé dans le secteur de l'entreprise capitaliste, et ce qui différencie, c'est la vocation et effectivement probablement la gouvernance, quoi. Voilà. Mais donc, pour moi, il y a la question du lien avec l'entreprise, et j'avais besoin d'une précision, puisque votre modèle historique est quand même très centré sur du financement privé. D'ailleurs, c'est l'histoire de notre système de protection sociale et sociale au sens large, hein. Il est né par de l'argent privé, initialement. Du coup, j'avais une petite question très intéressée, puisque vous parlez de financement d'entreprise. Comment vous arrivez finalement à créer du partenariat dans la durée? Est-ce que vous êtes sur du pluriannuel, sur quelque chose? Voilà. Parce que je pense qu'on est assez nombreux dans la salle, si on levait la main, à se dire qu'aujourd'hui, on va tous chercher des sous dans les entreprises, hein. Et donc, comment on peut effectivement créer du lien en y mettant un certain nombre de limites et de barrières, évidemment, mais
mais créer du lien en se disant, bah oui, il y a quelque chose à faire ensemble, on est comme tous dans le même monde, et on peut tous contribuer à quelque chose, mais c'est quoi notre vocation commune, quoi. Voilà. Bonsoir. Oui, alors l'intérêt, pour vous comme pour nous, c'est plutôt de créer des liens pluriannuels avec les entreprises avec lesquelles on est, qui sont assez multiformes. Souvent, la clé d'entrée pour eux, c'est la RSE. Et c'est pas pour nous la clé de sortie en tout cas, mais c'est la clé d'entrée, souvent une approche RSE. Nous, ce qu'on cherche à faire en tout cas, c'est à les impliquer. Alors, je parlais du dispositif d'accompagnement des jeunes majeurs sortis de la protection de l'enfance, qu'on appelle chez nous Action de Plus. On a une dizaine d'entreprises qui nous aident à financer. On travaille avec eux on leur rend compte un peu de ce qu'on fait et à comment on utilise les fonds qui nous sont donnés. Et on travaille avec eux sur l'amélioration justement de la prise en charge. Et sur le dispositif Action Plus, c'est extrêmement intéressant de bosser avec des entreprises parce que finalement, il y a la question de l'emploi, parfois de la formation, en tout cas des débouchés professionnels qui sont posés. Et ça intéresse beaucoup les entreprises de savoir comment ils peuvent eux-mêmes, étant parfois en difficulté de recherche. Je vais citer, on a un des partenaires, c'est Smurfit Kappa, qui est un cartonnier irlandais. Ils sont sur des métiers très techniques, des métiers qui sont pas évidents. Ils ont parfois du mal à recruter. Quand on a commencé à discuter avec eux, ils nous ont dit qu'ils pouvaient être intéressés aussi au-delà du financement de tel ou tel dispositif de la Fondation. Comment on pourrait éventuellement proposer à des jeunes d'aller vers des métiers qui ne sont pas connus, on va dire, du grand public. Donc on travaille beaucoup cette question. C'est ce qui fidélise les entreprises aujourd'hui. C'est que, pour moi, il faut trouver un équilibre entre ce qu'elles nous apportent et ce qu'on leur apporte. En réalité, c'est ça qui fait que c'est durable ou pas. À partir du moment où c'est un déséquilibre, où elles ont l'impression de donner et pas de recevoir d'une certaine façon, ça peut durer 1 an, 2 ans, mais ce n'est pas durable dans le temps. Je pense que pour moi, c'est la condition essentielle. Après, ce qui est difficile, c'est de fidéliser ces relations, parce qu'effectivement, on est beaucoup, parfois même en concurrence les uns avec les autres. Donc, on essaye, nous, de les associer sur des projets éducatifs aussi. Donc, en fonction de ce que font les entreprises, nous, on essaie de faire du clé en main, c'est-à-dire que quand une entreprise prend contact ou quand on prend contact avec une entreprise, on essaie de voir un peu quels sont leurs métiers et comment ils pourraient éventuellement contribuer, y compris dans la vie des villages, à intervenir dans les villages. Alors c'est parfois des choses extrêmement simples, comme on a une entreprise elle est Vière, qui vient dans un des villages 1 fois par mois faire les gâteaux d'anniversaire, enfin faire un atelier cuisine avec les enfants et faire les gâteaux d'anniversaire. Oui, c'est des choses très simples comme ça, mais c'est souvent une clé d'entrée pour ensuite développer des choses avec eux qui sont intéressante pour nous, c'est-à-dire quand même de faire de la collecte de dons. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, au bout du bout, c'est quand même de financer un peu les dispositifs qui ne sont pas financés par le public aujourd'hui. Merci, monsieur. Oui, merci. Dominique Sachet, moi je suis tombé dans le travail social en janvier 68, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais j'ai été très, très, très intéressé par l'étude qu'a présentée Gilles. Enfin, je trouve que c'est... Alors, doublement intéressé parce que ça me cause beaucoup. Mais quand j'ai doublement, c'est à titre personnel, dans la partie 1. La partie 2, je trouve très intéressant qu'enfin, l'UNIOP s'intéresse à ces questions-là. Alors, à la fois à l'ESS et à la fois aux travailleurs sociaux. Et j'ai été très étonné que j'ai eu l'impression que tu nous disais que le monde des travailleurs sociaux était un petit peu un monde fermé sur lui-même. Et pour avoir bien connu finalement son évolution, non, connu, oui, enfin, j'y ai participé sans doute, il me semble qu'il y a une partie quand ça éclate, alors jusqu'en fin 80, je dirais, on pesait très lourd dans les travailleurs sociaux, dans l'écriture des lois, dans, je veux dire, toutes les définitions du social, même si on espérait encore à cette période d'être intégré comme service public, complètement, comme service public, c'était un rêve. Mais ensuite, il y a eu un éclatement du monde des travailleurs sociaux. Une petite partie est partie dans les syndicats employeurs, une autre partie dans les syndicats salariés. Ça compte encore aujourd'hui, je crois. Enfin, on en parle indirectement. J'ai entendu des DG s'exprimer. Et la question finalement que tu as posée, c'est est-ce qu'il faut que l'UNIOP continue à travailler ce sujet-là? Moi, je crois que ce serait super bien que ce soit l'UNIOP qui continue à travailler ce sujet-là au fond, comprendre ce qui se passe, comprendre... Ça expliquerait d'ailleurs comment
comment tout ça fonctionne en termes institutionnels au jour d'aujourd'hui, si on comprenait un peu mieux comment tout ça a évolué. Alors, par contre, je suis un peu déçu finalement qu'une partie du monde des travailleurs sociaux reste un peu fermée sur lui-même, c'est ce que j'ai cru comprendre, même si il ouvre. Voilà. Et puis, j'ai une dernière chose à dire. Au niveau de l'UNIOPS, il y a une quinzaine d'années, avant qu'on travaille sur toutes les démarches, d'évaluation, de définir, gérer les pratiques des travailleurs sociaux, parce qu'on s'est quand même emparé de ça. L'UNIOPS a contribué à écrire, tant que c'était la NES, mais à écrire, que ce soit les professionnels qui écrivent leurs pratiques. Moi, je pense que ça a été très important. Et à cette époque-là, ou juste avant, l'UNIOPS avait travaillé sur l'ambition associative, qui était un gros chantier, un énorme chantier qui a sans doute servi beaucoup après. Tout le monde s'en est un petit peu emparé de tous les bords. Et à ce moment-là, une des questions, moi, qui m'est restée, c'est qu'on a écrit l'ambition associative. L'ambition associative, on a défini que les personnes dont on s'occupait, on les avait définis à ce moment-là comme les usagers, et on avait été jusqu'à dire que l'importance, ce qui était capital, c'était la primauté à la personne. Mais je ne sais plus à quelle page ou à quel chapitre, mais il y a un chapitre très important sur une question qui était dans nos associations du médico-social et sanitaire et social. Est-ce que les professionnels, les salariés, sont des outils ou sont-ils des personnes? Merci beaucoup. Alors, on va prendre encore... Oh là 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 là, on a beaucoup de questions, le temps file, il va falloir qu'on s'arrête. Alors, monsieur, et ensuite... Allez, on va prendre encore les dernières questions. Oui, je rebondis sur les propos qui viennent d'être tenus en disant la nécessité vraisemblablement de continuer à travailler cette question, parce que je rebondis sur la problématique des travailleurs sociaux qui ont du mal à s'inscrire dans les codes ou de reconnaissance de l'ESS. Alors déjà, c'est à mon sens une grande responsabilité des centres de formation, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui ont tendance à placer le mot économie à distance et à forte distance. Et tout l'intérêt qu'aurait l'UNIOPS à continuer de travailler, parce qu'il y a quand même des lignes un peu malléables, un peu floues, sur le modèle de l'ESS. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire émerger sur l'ESS associatif, les valeurs qui pourraient être portées, parce que quand on voit qu'il y a des groupes bancaires au sein de l'ESS, bien sûr que ça pose question. Quand on voit aussi, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Jean-François Drapéry, Russe de riche, ça bouscule un peu quand même sur ce que peut être le dévoiement de l'ESS, des valeurs de l'ESS et de modèles économiques qui émergent de l'ESS. Alors, je suis profondément ancré dans ces valeurs-là, mais en même temps, je me dis il faut sécuriser et il faudrait border un peu plus la recherche, les travaux de M. Lafort. Il faut continuer parce que, je vous dis, on n'est pas près de résoudre la dichotomie travail social ESS si on n'arrive pas à reborder un peu le concept qui me semble s'écarter parfois un petit peu, ou tout du moins produire des valeurs qui sont moins fidèles, notamment aux miennes, mais bon. Très bien, merci. Allez, Monsieur Lafort, oui. Et puis on... C'était mon tour. Non, je trouve tous ces échanges très, très riches et stimulants. Je pense que par rapport à la question ESS, travail social et action sociale, on est dans une double difficulté. La première difficulté, c'est que, mais c'est vrai aussi pour les mutuelles, c'est vrai pour les coopératives, les secteurs de nos activités collectives dans notre société, historiquement, se sont constitués de façon extrêmement cloisonnée. Et donc, vous l'avez tout à fait noté dans votre recherche, on fait de l'action sociale, mais on ne sait pas qu'on le fait sur un substrat associatif, etc. Puis il y a une deuxième difficulté, et c'est dans ce sens que la recherche que vous avez entreprise pourrait se poursuivre et que l'UNIOPS pourrait s'en ressaisir, c'est que, évidemment, nous n'avons pas, en général, dans la société et dans le travail social, de culture juridique. Ouais, pas de culture juridique. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. L'ESS est un objet indéterminé qui est constitué de groupements qu'on appelle intermédiaires pour la raison justement qu'ils cumulent en leur sein des finalités qui sont contradictoires, qui sont séparées dans la société. Des finalités de production,
des finalités d'intérêt public, des finalités d'intérêt que j'appelle commun. Bon. Et selon les structures de l'ESS, le dosage entre ces éléments sont plus ou moins importants. Une association, effectivement, n'a pas de finalité économique, elle n'intègre pas de finalité économique. Elle articule des intérêts communs, qui sont des intérêts d'un groupe d'individus avec des intérêts publics. L'équilibre peut aller, ce qui est l'état de l'action sociale actuellement, peut aller jusqu'à pratiquement vider la dimension d'intérêt commun pour devenir un instrument de la puissance publique. Parce qu'on peut, dans un certain nombre de cas, dans l'action sociale, se demander qu'est-ce qui est privé dans cette affaire. Qu'est-ce qui est privé dans cette affaire? Et les travailleurs sociaux, donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut retrouver, alors d'une part, la structure de l'ESS en elle-même est une notion vague qui recouvre par nature des contenus indéterminés. Et il faut l'accepter, parce que c'est sa nature. C'est un effort sur plusieurs siècles, depuis le 19e siècle, qui a consisté à essayer de réconcilier ce que notre société distingue. Le marché, l'État, la sphère privée. Et ce sont des structures qui essayent au contraire de composer. À l'origine, il y avait une utopie. C'est que ce que la société libérale distingue, l'ESS, qui était l'économie sociale à l'époque, voulait le réconcilier et faire une économie qui ne soit ni marchande, ni publique, ni privée, qui soit tout à la fois, où les gens seraient pleinement considérés comme sujets privés, ils s'épanouiraient, mais en même temps, ça serait efficace pour produire des choses qui correspondraient aux besoins, donc économiques, et en même temps, ça poursuivrait un intérêt général, parce que ça correspondrait à l'intérêt commun, si vous voulez. Donc, on a voulu faire ça. Alors, si on veut, à mon avis, poursuivre, il faudrait revenir à la nature des structures et se dire qu'est-ce que c'est qu'une fondation? Qu'est-ce que c'est qu'une association? Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Dans les coopératives, il y a les SCOP, mais il y a les SIC, qui n'ont rien à voir, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui pourraient être des SIC, en fait, en réalité. Ce serait ça correspondrait beaucoup mieux à ce qu'elles font. Donc, revenir à ça, et c'est pour ça, si j'avais une proposition à faire, ce serait de creuser, d'un point de vue des structures juridiques, pas des intentions sur ce qu'on fait, mais des structures juridiques. Une structure juridique traduit une intention politique. Voilà. Et il faut essayer de revenir à ça. Et après, être association, être fondation, ça dépend de ce qu'on veut faire, ce qu'on est, etc. Et je pense que revenir aux structures et réfléchir sur la nature de ces structures serait un bon chemin pour essayer d'éclairer un peu le problème. On va noter ces éléments, notamment en lien avec la commission modèle socio-économique des associations qui se relance à l'UNIOPS. Alors, on avait voilà, et ensuite Gilles répondra parce qu'on est vraiment très pressé par le temps. Oui. Alors, très rapidement, donc Jean-Christophe Lalu, je dirige des foyers de jeunes travailleurs. Donc 80% c'est les redevances et 20% de financement extérieur. Donc on pourrait revendiquer d'être ESS. Et donc ma question et ma remarque, c'est que j'ai l'impression, finalement, quelle est la plus-value de se revendiquer ESS? C'est-à-dire qu'effectivement, en étant une vieille association de 1956, on va parler. On est une association, on a nos projets associatifs, on va parler de social, de tout l'accompagnement. Et à ce jour, en tout cas, je n'arrive pas encore à définir quelle est la plus-value à mettre le marqueur ESS. Et si j'étais un petit peu provocateur, est-ce que finalement, ce n'est pas un label marketing pour les entrants dans le secteur en disant je me donne un petit peu de bonne conscience et je suis de l'ESS. Voilà. Merci beaucoup pour cette remarque. On prend une dernière intervention et ensuite Gilles répondra. Oui, c'est bon. Pascal Bertocchi, je dirige les établissements et services d'une association puy-d'Aumoise avec 3 secteurs, la protection de l'enfance, un peu plus de 300 mesures, de handicap, un peu plus de 300 mesures et un petit hôpital. Le cheminement de cette association qui est le résultat de la fusion de 2 associations, pas la reprise d'une association sur l'autre, mais un projet politique qui consiste à dire on veut faire quelque chose de nouveau. La question d'entrée, elle n'a pas été l'ESS, elle a été la question du financement.
Et il y a eu refus du conseil d'administration, très clairement après débat, avec beaucoup d'intervenants, de dire qu'on serait du côté de la charité, je caricature, donc nous c'était la philanthropie, on serait du côté de la solidarité. Ça c'était le premier point politique qui a été posé. Le deuxième, c'est qu'effectivement, après la loi Hamon, on a dit, tiens, est-ce qu'on ne serait pas concerné par l'ESS? Quand on a lu la liste des critères annexés à la loi avec les 32 pages, etc., on a dit, ben non. Non, parce que c'est un outil où les indicateurs sont des indicateurs calculés, travaillés suivant le monde capitalistique, dont on a besoin pour le moment, parce que c'est quand même eux qui financent nos activités via l'impôt et la cotisation sociale, mais on ne peut pas adopter les mêmes codes. Pour autant, l'association a continué de fonctionner et ce qui manque beaucoup dans nos secteurs, c'est d'avoir de la recherche et développement, parce que dans nos lignes budgétaires, alors dans les entreprises innovantes, il y a 5% du chiffre d'affaires. Nous, on a moins 5% du chiffre d'affaires. Au mieux, c'est les fonds associatifs qui viennent payer. Donc oui, l'UNIOPS doit continuer, je dirais, dans tous les sens. Merci aussi à la Fondation de travailler aussi sur les problèmes des fratries. On va avoir à gérer un village d'enfants d'ici 2 ans. Je dirais même d'ici 6 mois pour les premières maisons. On s'est inspiré, on a été pillé tranquillement vos travaux pour aller voir, dans le bon sens du terme, qu'est-ce que nous, on pouvait apporter en protection de l'enfance. Et puis les administrateurs ont continué de cheminer, parce que ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est pas on s'inscrit dans une case, c'est on chemine, et puis les administrateurs changent, et puis ça évolue aussi. Et dans cette évolution, on a une petite manufacture dans le Puy-de-Dôme qui fait du caoutchouc, qui est venue effectivement s'inscrire, parce qu'on a des anciens de la protection de l'enfance qui sont rentrés chez Michelin, et qu'aujourd'hui, ils ont envie de redonner. Et la position des administrateurs a nettement évolué, parce qu'on n'a pas eu l'impression qu'avec Michelin, on était en train de faire de la charité, mais vraiment du partenariat, parce qu'ils ont besoin de nos jeunes créatifs, et nous, nos jeunes ont besoin des réseaux que crée Michelin. Donc, vous voyez, la position, elle évolue aussi progressivement. On a été suivi par un laboratoire d'études qui s'appelle le CISCA, le Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne, qui est venu permettre à l'association de prendre conscience de quelque chose. C'est que dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, parce que la commande était là-dedans, qui sommes-nous? Et puis dans les études, alors après, je reprends ce qui a été dit, le grand mouvement du 19e siècle, l'associationnisme, est venu quand même apporter des choses qu'on a vues disparaître puis réapparaître. Très clairement, l'association s'est sentie soulagée de savoir qu'elle était une association hétéronome, telle qu'elle était définie, et que ça lui donnait un champ d'action et d'une compréhension des interactions et du rôle de chacun et du rôle des administrateurs dans la liaison qu'il y avait à faire. Et à ce titre-là, elle se revendique aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire en disant, mais de toute façon, quand vous prenez le marché, vous avez les PME, et les PME n'ont rien à voir avec Michelin, et Michelin n'a rien à voir avec Google. Et donc, on s'en fout un peu. Mais par contre, on a une forme d'identité. Oui, on est bien dans le social. Et les critères d'Hamon, c'est trop technocratique, ça ne nous intéresse pas. Mais on a besoin de continuer de cheminer avec des chercheurs, avec des témoignages tels qu'on peut les entendre. Parce que cette nécessité d'avoir une identité, et moi, j'ai vu un soulagement dans le conseil d'administration, dire on est hétéronome, on ne peut pas tout, on peut revendiquer et avoir du fric public en même temps. Voilà, ce cheminement-là, pour nous, il est fondamental. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur. Alors, comme on arrive vraiment à la fin de notre atelier, Gilles, de façon extrêmement synthétique, une réaction à tout ce que vous avez entendu. Sur 3 points. Le premier, c'est le monde de l'ESS tel qu'il est. Je reviens sur le témoignage de tout à l'heure. Ce n'est pas seulement que l'ESS est un monde divers, c'est que l'ESS aujourd'hui est traversé par des débats qui sont des débats violents. L'économie sociale et solidaire aujourd'hui ne sait pas très bien ce qu'elle est. Je suis désolé de rajouter une couche à l'incertitude, mais il n'y a pas que le travail social qui s'interroge. L'économie sociale et solidaire elle-même se demande si elle doit être attirée par le monde de l'entrepreneuriat social version SOS, excusez-moi, je mets les pieds dans le plat, et social business, parce que c'est un moyen d'être reconnu et de gagner en crédibilité. C'est un débat qui traverse actuellement l'ESS, je peux vous le garantir, ou bien au contraire, est-ce que l'ESS doit se refonder sur le mode économie sociale version la ville, Bernard Rem, etc., c'est-à-dire une vraie source politique de démocratisation de la société à l'échelle, y compris du social. Donc, l'ESS d'aujourd'hui n'est pas un monde figé, n'est pas un monde stable. Donc, désolé. L'autre point concerne la question démocratique.
pour revenir, est-ce que l'ESS est désirable et peut apporter une utilité? Je pense que l'un des secteurs où il peut apporter au moins une sorte de réflexion, c'est à la vie démocratique des structures du social et du médico-social. Le projet de l'ESS est effectivement un projet d'entreprise démocratique. Qu'il soit réalisé ou pas, c'est une autre paire de manches. Et c'est clairement un de ces projets. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent enrichir la vie des associations de solidarité et des fondations? Je pense que oui, massivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le fonctionnement de toutes les associations de solidarité soit optimal du point de vue de la vie démocratique. Il y a des progrès à faire, et notamment des progrès à faire sur 2 domaines. Le premier domaine, c'est la participation des salariés en tant qu'ils admettent avoir leur double qualité comme un coopérateur, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois salariés et en même temps associés, ce qui n'est pas pour avoir été coopérateur pendant 20 ans, je peux vous garantir que cette position schizophrénique n'est pas simple à tenir, mais c'est néanmoins possible, les coopératives de production le démontrent, et d'autre part, la place des bénéficiaires, usagers, clients. Que sont-ils dans un établissement? Quelle est leur place dans la création, la vie et le développement que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance, dans du handicap, des personnes âgées, de la grande exclusion, etc. Des expériences existent de ce point de vue-là, vous le savez comme moi. Mais c'est vrai que infuser le modèle, par exemple, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SIC, comme cela a été indiqué, est une manière de dire qu'il est possible d'avoir une place de ces différentes catégories d'acteurs dans une structure du social qui revendique, assume son statut, son identité d'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Gilles. Un grand merci à nos 2 intervenants, Gilles Rivet et François Vacherat, pour leur grande contribution à cette réflexion. Merci à tous pour vos interventions, vos questions. Nous ferons le relais. Je crois savoir qu'il y a quelques présidents du RUOPS dans la salle, voire quelques directeurs, qu'il y a Robert Lafort. Nous allons pouvoir relayer l'intérêt de cette question, et notamment dans le cadre de une prochaine commission modèle socio-économique des associations. On pourra peut-être inviter Gilles à venir présenter, François à venir témoigner. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution à cette réflexion, et à plus tard.